Nous sommes à Naples, la ville de la pizza et du tiramisu, la ville où vécut le ténor d'opéra Caruso, la ville bien sûr de Sophia Loren, la ville enfin de la mafia, la fameuse Camorra. Mais tout commence avec le Vésuve derrière moi. En ce mois d'août de 78 après Jésus-Christ, l'explosion du Vésuve qui va emporter le tiers de la montagne en projetant de la lave et des cendres jusqu'à 10 km de haut a été précédée pendant un mois de signes annonciateurs sous forme de grondements auxquels les habitants qui seront entre 30 et 60 000 à perdre la vie n'ont pas prêté attention. Et puis, brusquement, quand il était à peu près 14 h à l'heure de la sieste, en plein mois d'août, il fait chaud ici, en plein mois d'août, toute la ville devait probablement être endormie lorsque le couvercle de cette formidable montagne a décollé. Les vulcanologues estiment que les matériaux incandescents, fusion, les cendres, etc., ont pu être projetés jusqu'à 10 km d'altitude, ce qui est énorme. Et en tout cas, après cet énorme nuage de poussière noire et mortel qui a obscurci toute la baie de Naples, on ne voyait plus goutte, c'était la nuit noire, et bien que les premiers à être touchés, parce qu'ils étaient dans le vent, et la première ville à proximité du volcan, c'était les Pompéiens. Les Pompéiens qui, en l'espace de quelques minutes, ont été recouverts d'un linceul de cendres chaudes, 400, 500 degrés, ils sont tous morts asphyxiés. Et ce linceul faisait entre 5 et 7 mètres d'épaisseur après l'éruption. La nuit va tomber sur la petite ville de Pompéi pendant plusieurs jours. Dans la station balnéaire toute proche d'Herculanum, la mer recule de 2 km. De même que 60% des habitations ont été découvertes intactes, figées dans la cendre, des familles entières seront retrouvées sous des barques. Elles tentaient de protéger leurs enfants comme l'ont montré les fouilles ayant démarré dans les années 50 au siècle dernier. À elle seule, Pompéi est un manuel de construction romaine, mais les sommes investies par l'État italien et la communauté internationale ont été massivement détournées. La corruption, un mal endémique dans cette botte de l'Italie où commence le Mezzogiorno, tant méprisé par le Nord. Une région longtemps inféodée aux Arabes puis aux Espagnols que les papes délogeront en s'appuyant tour à tour sur les Normands, les Souabes et les Angevins. Donc ici nous sommes sur la place du plébiscite où l'on peut admirer l'énorme façade gigantesque de ce palais royal de Naples, qui est un véritable livre d'histoire d'ailleurs. On y retrouve en façade, dans ces niches, les 8 statues monumentales, pas très fines d'ailleurs au niveau artistique, mais importantes au niveau historique, des principaux rois de Naples. Avec le premier qui est tout là-bas, Robert le Guiscard, Robert de Hauteville, un nobliau normand qui remonte des croisades et que les papes vont mettre à la tête de ce royaume de Naples. Suivront Frédéric II, Saint-Empereur romain germanique, roi de Sicile et de Naples, Robert d'Anjou, les Aragonais avec Charles Quint, les Bourbons d'Espagne, puis le général Murat, et enfin Victor Emmanuel de Savoie, le premier roi d'Italie mis sur le trône par Garibaldi qui, débarquant en Sicile, allait créer l'unité italienne. Mais Naples, comme ses ordures ménagères dont elle n'arrivait plus à se défaire, reste malgré le soleil et la gaieté au bord du déclin économique, d'où une propension à l'exil outre-Atlantique qui inspira les chansonniers. En dépit des exploits de Maradona, Naples reste surtout réputée pour la Camorra, l'une des 4 entités mafieuses, avec la Cosa Nostra en Sicile, la Santa Corona dans les Pouilles, ainsi que la Calabrese. Paolo Russo,
journaliste d'Il Mattino qui a perdu un confrère abattu par une mafia détestant que l'on se penche de trop près sur ces petits trafics, reconnaît néanmoins que le chiffre d'une centaine de morts par an dans des règlements de compte serait désormais en baisse. Napoli est une grande città europea. Naples reste et restera toujours une belle et grande ville dotée de beaucoup d'excellence. Il faut parler d'autre chose aussi que de la Camorra, ne serait-ce que pour attirer l'America's Cup qui a eu lieu, dont l'une des épreuves a eu lieu dimanche dernier, pour attirer des grands événements internationaux. Car Naples est encore une fois une grande et belle ville qui a totalement sa place à l'échelle européenne. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. Alors nous retrouvons maintenant Martine Le Bastard qui vit à Naples depuis 99, c'est ça Martine? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez les Napolitains, chez les Italiens qu'il n'y a pas en France? Ce sont des gens très sociables, très avenants. Exubérants même? Quelquefois, mais bon, ça a son charme. Bon, je pense que c'est dû aussi au fait du climat. Ce sont des gens qui vivent énormément dehors, donc le contact est beaucoup plus facile que dans des endroits comme dans le nord de l'Italie. Je pense que c'est différent, quoi. Ils sont très positifs, les Napolitains, quand même. C'est ce qui fait un peu leur charme, parce que bon, ils s'apitoient pas trop quand même sur leur sort, quoi. Ils vivent vraiment le jour. C'est bon, on verra demain, ce sera une autre journée. Une gaieté s'exprimant dans la musique populaire de la tarentelle, un nom qui vient de la tarentule, cette grosse araignée venimeuse. Et selon la superstition, la danse de ses victimes permettait de chasser le mal, tout un symbole pour ce pays en proie à la pieuvre mafieuse. La côte amalfitaine, qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres de Naples à Amalfi, en passant par Positano, doit son nom à la première république maritime de Méditerranée, avant Gênes, Pise et Venise. Son code maritime, édicté au XIIe siècle, s'appliquera dans toute l'Europe. Ayant été défaite par les papes qui confièrent aux Angevins les clés des royaumes de Naples et de Sicile pour se débarrasser de celui qu'on appelait le Souabe, sa flotte ayant été détruite, Amalfi est redevenu un petit village côtier, tandis que les Médicis prenaient le pouvoir à Florence et que Venise demeurait une république oligarchique jusqu'à l'arrivée de Napoléon. Si l'on revient sur ses pas, on peut prendre le ferry de Sorrente à Capri, cet îlot sur lequel se déversent jusqu'à la fin d'après-midi des flots de touristes, lesquels ne peuvent qu'apercevoir de luxueuses villas comme celle du patron de Ferrari, ou encore des souvenirs du passé, à l'instar de la villa de l'écrivain Malaparte, où fut tourné le film tiré du livre d'Alberto Moravia, avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Capri, où après le débarquement de 1943 à Salerne, les Américains établirent leur QG et où Eisenhower fut rejoint par Churchill. Paradoxalement, c'est grâce à l'Alliance Atlantique, dont les officiers français voulaient que leurs enfants soient scolarisés, que fut créée en 1972 l'école française de Naples, qui devint par la suite l'Institut français, connu ici sous le nom de Palais Grenoble, où officient désormais des Bretons. Alors nous nous retrouvons sur les toits du consulat de France à Naples, dans les beaux quartiers, avec Yves-Philippe Roux. Bonjour. Bonjour. Alors ici, c'est le Naples luxuriant. Le Naples qui va bien. Capri au loin. Voilà, Capri au loin, le Vésuve à côté. Un très bel immeuble qui a été bâti à la fin du 19e siècle, comme beaucoup de ces très beaux bâtiments que vous trouvez sur cette colline.
sur laquelle il y a encore de très beaux jardins, parfois à l'abandon. Alors votre rôle, c'est de défendre l'enclave du français. Vous vous considérez comme un enseignant ou un diplomate? Alors je suis un enseignant, mais je suis aussi diplomate par mes fonctions que j'occupe cette année et encore pendant 2 ans. Vous êtes que détaché je du suis Quai d'Orsay. chargé de promouvoir la diffusion du français. Et je le fais, je dirais, avec enthousiasme, parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont justement j'allais dire, des fous du français. Vous allez dans les Pouilles, dans un petit village perdu, et vous rencontrez une enseignante qui est là depuis 30 ans, 20 ans, et qui promeut le français. Nous avons un budget qui est un budget déterminé par Paris, par Rome, et nous essayons d'avoir des fonds propres. Des sponsors. Et nous essayons de trouver des sponsors. Ça n'est pas toujours très facile, surtout en ce moment où la crise se fait vraiment sentir. Alors combien d'élèves? Alors, ceci dit, si vous voulez, la chose très importante, vous parlez d'élèves, moi je parlerai des certifications. L'Institut délivre des certifications de français langue étrangère, et par exemple là, dans la session de mai, il y aura 2000 candidats. Donc c'est vraiment très très important. Il y a une légère baisse par rapport aux années précédentes. Par contre, pour les cours, c'est un peu plus difficile parce qu'effectivement, il faut les payer. Et donc, pour les Napolitains, c'est un peu difficile. Vous réussissez à diffuser un peu la culture du breton. Ça, c'est encore plus difficile, mais pourtant, vous n'avez cessé de faire des allers-retours entre votre premier poste Certes. au Maroc, vous avez été au Canada. Mais je ne suis pas bretonnant. Je fais partie de cette Bretagne qui est la Bretagne à l'est de Guingamp, qui ne parle pas breton. Daouet, c'est un petit port à Pléneuf-Valandré, et on n'y parle pas breton. Ceci dit, je me sens extrêmement breton, et c'est le lieu où j'ai mes racines, et le fait que justement j'ai beaucoup vécu à l'étranger, je pense que ça influe énormément. Je me sens extraordinairement daouétien, je dirais. Si j'y vivais en permanence, je me sentirais peut-être moins breton parce que j'aurais envie d'en sortir. Est-ce que vous avez des liens avec vos compatriotes ici, sur place, que nous allons d'ailleurs rencontrer? Tout à fait. Vous allez rencontrer, je crois, monsieur et madame Dautrey, Voilà. que j'ai rencontré justement ici. Et vous savez que chaque fois qu'on vit à l'étranger, le Club des Bretons, il existe de façon informelle ou formelle, ça dépend, mais c'est souvent important. Et au Maroc, par exemple, j'avais de très très bons amis qui venaient de Bretagne, de Brest. Et c'est un peu une constante. Vous savez, les expatriés ont tendance à se regrouper. Et c'est important d'avoir une identité qui n'est pas seulement une identité française, mais aussi une identité locale. Alors nous sommes maintenant dans les jardins du consulat et de l'Institut français avec Sophie Cafridin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une Bretonne de l'île de Bas, en tout cas vous y passez vos vacances. Oui, depuis toujours. Vous avez en fait fait vos études à Paris et rencontré un Italien et vous êtes dans le Mezzogiorno depuis 18 ans. 18 ans. Comment ça s'est passé votre arrivée ici? Bah bien, parce que c'était un choix. Donc forcément, quand on choisit, on essaye de tout mettre de son côté. Au départ, ça a été une autre vie, un autre monde. C'était déjà très pauvre à l'époque. Bah, c'était, oui, pauvre, mais enfin, bon, pas non plus trop pauvre, disons. Hein, mais étant dans un village, c'était surtout une culture rurale très différente de ce que j'avais pu vivre, moi, jusqu'alors, puisque bon... Vous étiez celtique et parisienne. Voilà. Vous deveniez méditerranéenne. C'est ça. Enfin, j'essayais. Qu'est-ce qui changeait? La mentalité et un peu le choc des cultures, hein, malgré tout, même si on est très proches. L'Italie et la France, on est quand même très proches, mais il y a quand même un choc de culture. Hein. Bon, alors on parlait des tempéraments, des différences de tempéraments. Les Bretons sont souvent un peu austères, comme le climat, mais les Napolitains sont exubérants, mais aussi avec les inconvénients. Une société patriarcale, extrêmement machiste. Vous avez eu du mal, vous, à pouvoir travailler? Oui, parce qu'on doit faire face à une mentalité qui reste, la femme à la maison, et puis l'homme qui subvient aux besoins de la famille.
C'est-à-dire que ils ont du mal à comprendre que travailler, c'est aussi et peut-être surtout, quand on a la chance que ce ne soit pas que l'argent qui les motive, rencontrer d'autres personnes, se confronter. Et ça, ils ont beaucoup de mal à, surtout dans les villages un peu comme ça, de mal à l'accepter. Pour eux, c'est difficile. Hein. Bon, en plus, en Italie, vous avez le choc du dialecte. Ça, vous apprenez l'italien, vous arrivez dans les villages, dans les petites villes, les gens ne parlent pas italien, ils parlent le dialecte. Qu'est-ce qui les motive à apprendre le français? Plus grand-chose maintenant. De moins en moins? De moins en moins. Moi, j'ai vu vraiment 10 ans, 12 ans, vraiment mourir l'enseignement de la langue française, puisque d'abord sur les écoles, sur les collèges, il y a une très grosse concurrence de l'espagnol. Chose qui est, si vous pensez qu'il y a 20 ans, par exemple, on n'enseignait même pas l'anglais en Italie, on enseignait le français en première langue. Alors c'était peut-être pas un choix, c'était peut-être pas juste, mais en tous les cas, bon, de passer d'un extrême à l'autre comme maintenant on est passé. Et puis maintenant sur les lycées où quasiment il n'y a plus d'enseignement, l'enseignement de la deuxième langue, étrangère. C'est l'anglais maintenant. Alors, l'anglais est resté en première langue, mais la deuxième langue a été pratiquement enlevée de partout. Pourquoi? C'est des économies, voilà. À quelques dizaines de kilomètres de Naples, l'Alliance Atlantique occupe des locaux flambant neufs depuis peu. Il s'agit d'un état-major qui comptera bientôt une centaine de Français sur 800 hommes, mais uniquement dédié à la planification d'opérations comme l'intervention franco-britannique menée contre la Libye durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Le colonel Dautrey, sous l'autorité du général Bouchard, était au cœur de la chaîne de commandement, un homme issu des forces spéciales. Alors nous nous retrouvons avec le colonel Pierre Dautrey, originaire de la Nice. Alors, quand vous débarquez ici, un mois après, c'est l'opération en Libye. Et c'est à nouveau une opération aéroportée, sauf que là, vous êtes aux commandes. Alors ici, je me suis effectivement retrouvé aux commandes. Alors je dirais pas vraiment une opération aéroportée. Alors les hélicoptères, entre autres de l'aviation légère de l'armée de terre à laquelle j'appartiens, ont eu un rôle clé dans cette opération. Mais vu du niveau opératif, c'était d'abord une opération à deux composantes, essentiellement une composante maritime et une composante aérienne. Mais là, tu as eu un rôle clé parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu on ne pouvait pas se contenter de bombarder d'en haut, il fallait des hélicoptères pour aller plus profondément en bas. Alors, je dirais la lettre a eu un rôle clé parce que nous avions un détachement d'hélicoptères embarqués. C'est d'ailleurs ce qui a suscité l'admiration de tous nos alliés, c'est que nous avons des modes d'action sur le terrain, je dirais c'est la propriété première des hélicoptères de l'armée de terre, c'est que nous nous engageons sur le terrain et nous sommes au contact. Donc, dans une guerre, vous avez une composante aérienne, une composante maritime, et vous voulez obtenir des effets pour protéger des populations qui sont menacées, il y a un moment où il est pratique d'avoir un élément d'intervention qui permette de s'engager, mais sans laisser d'empreinte au sol. Alors ici, on est non seulement dans une composition interarmée, ici à Naples, mais vous travaillez avec des officiers de plusieurs pays. Alors exactement. Au sein de ma division, je crois que c'est la grande richesse de ce type d'état-major, c'est toutes les nations de l'OTAN sont représentées. Donc au sein de ma division, pour revenir à ça, nous sommes 2 Français. Et nous sommes une vingtaine de personnes et on doit être 15 ou 16 nationalités. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je travaille au quotidien avec des officiers turcs, des officiers grecs, des officiers italiens, espagnols et un peu toutes les nationalités de l'OTAN. This work will be twofold. First, you will have a campaign assessment part. D'un côté, c'est compliqué, mais de l'autre, c'est très riche. Parce que le premier principe au sein de l'OTAN, c'est que les décisions sont prises au plus haut niveau par consensus. Donc, je dirais ce qui est extraordinaire au sein de l'OTAN, c'est cette culture du consensus. Donc au sein de la division, je suis le chef. Bon, on peut considérer que je suis le chef. Mais d'un autre côté, les gens vous obéissent s'ils ont envie. Donc c'est la grosse difficulté. Il faut susciter l'adhésion. Il faut susciter l'adhésion, il faut créer une dynamique d'équipe, il faut créer une dynamique de groupe. Mathieu Girardot, lui aussi breton, est l'un des 2 assistants de la générale française Françoise Latour, placée sous l'autorité directe du big boss américain, l'amiral Klingen.
Comme le colonel Pierre Dautrey, vous avez vécu en direct la crise en Libye. Vous veniez d'arriver? Alors je suis arrivé à peu près 6 mois auparavant. Alors, grosso modo, donc j'ai eu le temps de me faire aux différents acronymes divers et variés de l'OTAN, de commencer à appréhender tous les mécanismes et processus de décision. Et, ça a été chaud, là, cette crise? Ça a été une expérience... Ça a été une expérience passionnante, enrichissante, puisque ça a permis de voir que finalement, l'OTAN, ça ne marche pas trop mal avec 28 nations, et qu'on arrive, bon an, mal an, à coordonner une opération relativement importante, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de volet terrestre à gérer. Quelles ont été les difficultés de cette opération? Ce ne sont pas des difficultés, ce sont plutôt des challenges à relever, que ce soit au quotidien, à coordonner l'action de plusieurs nations et à obtenir le résultat final, qui est que finalement, on n'a pas eu de gros incidents, on n'a pas eu de grosses pertes. Oui, il y a effectivement d'autres Bretons qui sont intégrés à l'état-major dans différents postes et différentes divisions. Alors on a un peu de mal à se croiser parce qu'on est quand même relativement éclaté sur toute la surface et tous les étages du bâtiment. Alors on arrive à se retrouver à quelques occasions, notamment le stand crêpes qui est animé lors du Charity Bazaar au mois d'octobre. Et je pense que ça doit remonter le moral des Bretons en France de savoir qu'à Naples, il y a quand même quelques biniques qui traînent dans les garages de certaines familles bretonnes implantées à Naples. La famille Dautrey, comme la famille Girardot, vivent désormais sur les hauteurs de Naples et semblent fort bien s'accommoder du climat et de l'image de la ville. Disons que Naples a quand même une réputation très sulfureuse, voilà, et oui, c'était un défi. Moi, j'étais sédentaire, mes parents étaient sédentaires, habitaient près de l'Est, donc enfant, je n'ai jamais bougé, et oui, c'était un défi, oui. Et finalement? Finalement, c'est super. Alors nous, on a fait le choix de vivre vraiment dans Naples et de vivre un peu comme les Napolitains. Donc notre dernière fille va à l'école française, où j'étais très bien accueillie par les parents napolitains qui ont leurs enfants. Et on a plein d'amis napolitains et c'est une très belle ville. Alors c'est une ville qui est très particulière parce que effectivement vous avez des façades qui sont complètement délabrées, mais quand vous poussez les portes, vous avez des joyaux, des merveilles, des églises baroques qui sont absolument magnifiques. Et voilà, il faut avoir envie de se perdre un peu dans les quartiers, d'ouvrir les portes, de pousser les portes. Et il y a des très belles choses. Bon, effectivement, il y a une misère noire. Et ça, il y a beaucoup de misère. Dans notre quartier, je ne la vois pas. Mais bon, effectivement, il y a des quartiers où je n'irai pas me promener toute seule. Et il y a des quartiers, quand on y va, on prend certaines mesures. Mais bon, pas pire que quand on va dans certains quartiers en France. Je dirais qu'il y a quand même une particularité à Naples, c'est qu'il n'y a pas d'agressivité. Il y a beaucoup de pauvreté, mais on n'a jamais ressenti d'agressivité. Donc on sait que si vous vous promenez avec des bijoux en or, vous avez de grosses chances de vous les faire voler, mais à aucun moment je n'ai eu le sentiment d'insécurité, de me dire même dans les plus petites rues de Naples, là je vais me faire agresser, quelqu'un va essayer de m'agresser juste par pure violence gratuite. Par contre, moi, il y a une chose dans toute sa carrière qui m'a beaucoup, qui m'interpelle quelque part, c'est que mon mari ou d'autres d'amis partent comme ça au bout du monde, risquer leur vie, et on n'a vraiment pas l'impression que la France et l'opinion française se rendent compte des sacrifices qu'ils font et que nous faisons. On n'est pas très, il n'y a pas tellement de reconnaissance pour ça, voilà. Alors c'est vrai que quand c'était la guerre du Golfe, bon, c'était particulier, c'est vrai qu'on a eu de la reconnaissance, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais pour l'Afghanistan, on a l'impression que, voilà, qu'il n'y a pas tellement de reconnaissance. Mathieu Girardot, lui, a épousé une Napolitaine, Philly, rencontrée sur la place du plébiscite, un mariage franco-italien plein de promesses. J'étais un peu hésitant sur les directions. Je demande gentiment quelques directions. Et comme mon charme naturel a fait son œuvre,
Philly a décidé de m'emmener, me montrer un peu le quartier du Duomo et le quartier où il y a des cafés littéraires. Et c'était assez sympa. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est revus. Et puis voilà. Il nord è più serioso, invece nel sud sono più tranquille. Allegri, no, più allegri, più caldi. No, più leggeri. Più leggeri. Oui. Per il sole, per il caldo. Mais je pense que c'est aussi une question de culture qui est complètement différente. Moi, j'en ai un peu discuté dans ma famille. Je pense on vit pas dans les mêmes fenêtres de tir, entre guillemets. Dans le sud, on vit plus au jour le jour, on voit moins l'aspect avenir vraiment très lointain. C'est vraiment ça a été un peu une période un peu de choc de culture, parce que nous, on vit plus en essayant de voir quand même à moyen long terme, alors que mais c'est pas du tout péjoratif, et je pense qu'on se complète très bien là-dessus. Nous vous avons donc présenté cette tranche de vie napolitaine pour ces Bretons du Golfe de Naples, de l'Alliance Atlantique à l'Institut français. Nous sommes ici à Capri où ce reportage s'achève. Capri, c'est donc fini. Et Breton d'ailleurs vous retrouve le mois prochain en Californie.